Je suis né d'une famille de 12 enfants, du même père, de la même mère. On a été élevés dans une tradition classique et heureux, unis. Ni mon père ni ma mère ne m'ont jamais grondé, donc c'était la joie de vivre à cette époque et par la suite aussi. À cette époque-là, j'étais déjà très pris par un souhait, un désir de faire du son. J'ai donc rentré dans ce petit conservatoire de Casablanca et mon rêve était de chanter un jour à Paris, de connaître Paris et de chanter. Mon rêve s'est réalisé un jour, après la guerre, tout de suite après la guerre de 1940, j'ai pu me procurer une place sur un bateau qui partait sur Marseille. Ce qui était presque impossible à l'époque parce que il y avait peu de gens qui pouvaient trouver des places. Et j'ai eu ce qu'on appelait à l'époque un ordre de mission pour les étudiants d'outre-mer. Donc j'ai pris ce bateau dans des conditions assez amusantes. J'avais une place sur un matelas dans la cale du bateau. Et c'était pour moi un grand bonheur. Je partais déjà pour la France. C'était merveilleux. J'arrive donc à Marseille et un ami à moi, Allegrini, qui était au conservatoire, est venu me chercher. À l'époque, tu as bien fait de me poser cette question parce que dans la villa que nous habitions à Casablanca, au garage, il y avait un monsieur qui avait loué ce garage pour faire de la fourrure. Et j'ai pu partir à Paris avec des peaux de mouton en espérant les vendre et avoir un peu d'argent de poche pour pouvoir vivre en attendant de recevoir de l'argent de mes parents. J'arrivais là-bas à Paris avec ces pots emballés dans des papiers Kraft et j'ai demandé quel était le plus grand fourreur de Casablanca. Le plus grand fourreur de Paris, oui, pardon. Et on m'a dit, il s'appelle Révillon. J'ai cherché sur le bottin, je trouve l'adresse de Révillon, j'y vais, et je vois un responsable, j'ai dit, voilà, je voudrais vous vendre ces pots. Quand il a vu les pots qui étaient durs comme du bois, parce qu'elles n'étaient pas tannées ni rien du tout, il s'est mis à rire, et il m'a amené en rigolant chez le patron de Révillon, à qui j'ai raconté l'histoire, et puis il s'est retenu de rire. Il dit, monsieur, vous êtes étudiant, vous étudiez au conservatoire? J'ai dit, non, je ne suis pas encore rentré, mais je pense y rentrer. Et là, il a appuyé sur un bouton, fait venir un secrétaire, et il dit, vous préparez un chèque pour monsieur Haroche. J'ai senti que ça n'allait servir à rien, ces pots-là. Enfin, j'ai dit, j'ai pas de compte en banque, monsieur. Alors il redonne le chèque au monsieur, il dit, rapportez-moi des espèces. Et il a rapporté des espèces. Et voilà mon premier départ de Casablanca pour Paris. Arrivé à Paris, donc Allegrini, mon ami, est venu me chercher. Et il avait trouvé une chambre au quartier de Strasbourg-Saint-Denis. Et puis, j'étais pas très content, c'était une chambre horrible et j'espérais bien trouver autre chose. Là-dessus, je me présente rue Soufflot, où il y avait une permanence pour donner des chambres à des étudiants qui venaient d'outre-mer. Les outre-mer, c'était les colonies et les protectorats français à l'époque. Donc, on me donne une chambre et, tu vas être étonné, on me donne une chambre, c'est pas une chambre, une suite. On me donne une suite un des plus grands hôtels de Paris, qui s'appelait le Chatham. Maintenant, il y a un immeuble à la place. Et quand je suis rentré dans cette suite,
j'ai failli m'évanouir. Il y avait d'un côté une chambre à coucher sur un préau, et de l'autre côté un énorme salon. Mais je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi on va me... Ben, je ne peux rien faire d'autre que vider ma valise et m'étendre un peu pour essayer de réfléchir sur ce qui venait de m'arriver. Au bout d'une heure, ou deux, je ne me rappelle plus, on frappe à la porte et je vois arriver une femme de chambre suivie de deux messieurs qui avaient apporté un lit. Ils ont déposé un lit au salon. Bon, donc ça savait que j'avais un autre locataire de cette suite. Au bout d'une heure encore, on frappe à la porte et on apporte un deuxième lit. Et ainsi de suite, on a posé un troisième lit. Autrement dit, j'ai eu la chance de prendre la chambre à coucher d'abord, et mes trois arrivants ont eu chacun un lit au salon. Et donc, je suis rentré au conservatoire à Paris, où à l'époque il n'y avait pas de concours. Il y avait un professeur là-bas qui avait commencé à me donner des leçons. C'était une dame qui était premier soprano de l'opéra, qui m'avait pris en sympathie. Et puis, au même moment, j'ai eu un ami qui m'a dit ah non, d'abord je me souviens, j'avais reçu de mon frère Eddy de Casablanca de trouver un moyen d'acheter des verres. Je me suis renseigné, j'avais un ami dont l'oncle était un patron de Saint-Gobain. Je vais donc le voir, je lui raconte mon histoire. Il me dit pas de problème, monsieur, pas de problème, jeune homme. Alors, il prend un livre et il note et il me dit je vais vous donner 50 000 verres pour envoyer au Maroc. Il dit monsieur, écoutez, je ne sais pas si mon frère pourra financer 50 000 verres. Moi qui pensais trouver une douzaine de verres, j'étais un peu surpris par la différence de quantité. Il me dit vous en faites pas, jeune homme. Quand votre frère va recevoir ces verres, il va les vendre tout de suite et il me paiera après qu'il ait vendu. On accepte l'augure, je téléphone immédiatement à mon frère, qui devient fou, m'envoyer 50 000 verres, mais tu ne te rends pas compte, mais c'est pas possible. Essaye d'annuler, s'il te plaît, demande qu'on m'envoie une... Je dis, puisque tu ne les payes pas. Bon, voilà, les verres sont partis. Et à l'époque, la France était presque à la situation d'avant la guerre. Nous étions en 45, novembre 45, si je me souviens. Et je me suis renseigné avec mon frère. Les verres, on les vendait au Maroc 4 francs le verre. Et le monsieur de Saint-Gobain, il me les facturait 0 francs 40. Alors tu imagines, pour 50 000 verres, la quantité d'argent qu'il y avait à gagner. Ça a tellement bien marché, je vais un peu abréger. Après les verres, mon frère me demande des assiettes, des clous. Je ne savais plus quoi trouver pour envoyer au Maroc. On n'avait rien au Maroc. Il n'y a jamais eu une usine qui fabriquait quoi que ce soit au Maroc. Je vais donner un détail. Dans le plus grand café de Casablanca, on servait la bière dans des bouteilles cassées. Vous pouvez casser la bouteille en deux, on servait la bière là-dedans. Donc il n'y avait rien au Maroc. Ce qui a fait que je me suis enrichi en très peu de temps et j'ai abandonné toutes les études de chant et aussi d'ailleurs j'avais été écouter les conférences de professeur Siegfried à Sciences Po, où je ne suis plus retourné d'ailleurs. J'avais trop d'argent et trop excité de tout ce que je gagnais, ce que j'allais encore gagner. J'habitais dans un quartier qui s'appelait Place de Verdun. C'était un centre un peu retiré du centre européen, parce qu'il y avait un peu un
distinguo entre le centre européen et le centre marocain. Et parle-moi un petit peu de ta Alors mère. moi j'avais commencé par habiter d'abord Place de Verdun, et ensuite, beaucoup plus tard, on a évolué et nous nous sommes installés dans une villa qui était suffisamment grande pour nous abriter tous et le personnel. Et puis, voilà donc un peu parisien. Alors ma mère était une femme merveilleuse. Elle nous couvait comme une poule couvre ses poussins. Ma mère ne savait ni écrire ni parler français. Nous parlions un mélange de français et d'arabe. Et puis, très peu de temps après, elle s'est très vite mise au français et ça allait beaucoup mieux pour nous comprendre. Mon père était un commerçant important. Il y avait des magasins dans la rue principale de Casablanca et nous vivions très bien, très aisés. Mon père avait construit un petit immeuble où nous habitions au premier étage et autour de cet immeuble, il y avait des petits logements qu'il louait à des Marocains. Donc je reviens sur Paris. J'avais connu une femme qui s'appelait Madeleine Louis-Guérin, qui était une grande journaliste et qui était aussi d'ailleurs la sœur de Louis Guérin, qui était propriétaire du Lido. Donc par elle, j'ai connu beaucoup de monde, dont une dame aristocrate, qui était vraiment, comme elle disait elle-même, descendante des croisés. Et je dois dire que grâce à elle, je suis devenu déjà un homme plus mature, plus prêt à vivre avec déjà une certaine aristocratie et que j'ai appris très rapidement. Je me suis presque confondu à ce système de vie et qui m'a aidé dans la vie. Beaucoup. Comme je gagnais beaucoup d'argent. Comment tu gagnais de l'argent? Avec tout ce que j'envoyais au Maroc, quand mon frère vendait les clous, les assiettes, les fourchettes, tout ce qu'on veut, tu ne peux pas t'imaginer ce que j'envoyais. Pratiquement toutes les semaines, il y avait des caisses et des caisses qui partaient au Maroc. Mon frère n'avait pas de soucis pour vendre parce qu'il manquait tout. Donc, il vendait, il m'envoyait des chèques et à ce moment-là, j'ai même, à l'époque où c'était impossible, fait venir une voiture de Casablanca. Et j'avais une voiture de Casablanca. Et j'ai même eu une deuxième voiture parce que j'avais des relations. À l'époque, il y avait un certain monsieur Le Troquer qui était ministre du Commerce et qui m'a donné un bon de voiture neuve à acheter à des prix incroyables. Ce monsieur Le Troquer, d'ailleurs, a eu beaucoup de problèmes. Et donc, je me suis permis d'acheter un fonds de commerce rue Marbeuf à Paris, qui était un commerce de modistes qui faisait des chapeaux, et on a monté une maison de couture avec cette dame qui s'appelle Monique, je ne dirai pas l'autre nom. Et cette maison de couture, comme elle était aristocrate et qu'elle connaissait beaucoup de monde, il y avait une histoire assez drôle, c'est que beaucoup de dames de sa société mondaine qui voulaient être directrices de salon. Ce qui fait qu'on n'avait pas d'employés, mais on avait des directrices. Elles n'étaient pas payées, c'était pour le plaisir d'assister au défilé, etc.
tout s'est très bien passé. J'ai vécu avec cette dame 5 ans. Oui, on avait transformé cette maison de mode en salon de couture, haute couture. On avait un défilé, des mannequins qui défilaient, et on a eu une publicité, des journaux qui ont rigolé parce que à l'époque, toutes les femmes qui sortaient le soir, c'était l'époque des mondanités, devaient porter le soir un chapeau avec des aigrettes. C'est ce qui faisait le luxe. Et j'ai eu l'idée, quand j'ai vu que ces femmes payaient des chapeaux, 20 et 30 000 francs de l'époque pour avoir un chapeau. Donc j'ai créé une maison de location de chapeaux, très cher, et ces femmes, comme m'a dit le Figaro, ces femmes étaient sous carte. Elles avaient chacune sa carte pour louer un chapeau. Ça n'a pas duré longtemps parce que finalement, toutes connaissaient tous les chapeaux. Alors, mais c'était assez rigolo. J'ai même ça, on a eu tellement de publicité sur cette histoire de chapeau à louer que j'ai reçu un jour un Américain qui voulait monter la même opération à New York. Ça n'a pas tenu. Mais enfin, c'était amusant. Donc, tout le monde la prenait pour une femme lesbienne. Parce qu'elle fumait la pipe, elle avait une tenue de garçon, et vraiment pensait que c'était une femme qui était de l'autre côté. Mais pas du tout, parce qu'elle aimait que les jeunes garçons, et pas du tout ce qu'on pensait. Et un jour, elle me dit, écoute, elle avait beaucoup d'amis qui voulaient fumer la pipe aussi comme elle. Et elle m'a dit, nous allons créer le club de la pipe. Ah, j'ai dit, bon, mais évidemment, il ne s'agissait pas d'investir dans un endroit. J'ai une idée, rue de Tilsit, près de l'Étoile, à Paris, il y avait un bar qui était à la mode, et il y avait une grande cave, enfin pas un cave, un sous-sol qui était meublé, et je lui ai demandé s'il voulait qu'on occupe ce sous-sol pour le club féminin de la pipe. Ça lui donnerait beaucoup de clients, parce qu'il n'y avait personne dans ce sous-sol. Et il me dit, ah ben, ça me plaît, on va faire un essai, voilà, vous pouvez disposer. Et alors, évidemment, tous les journaux de Paris ont parlé du club de la pipe. Le club féminin de la pipe, parce qu'il n'y avait que les femmes qui pouvaient venir fumer. Alors évidemment, là-dessus, on a eu une publicité qui valait des millions, mais on n'a pas payé un centime, jusqu'au jour où arrivent 3 bons hommes, le type même du flic, il dit, monsieur, police, oui, avant ça, quand il y a eu cette publicité sur les journaux, on a reçu une demande du musée de la pipe. Le musée de la pipe se trouve dans une ville qui s'appelle Saint-Claude, et il me dit, monsieur, c'est formidable votre idée, si vous voulez, je vais vous envoyer pour meubler votre club une partie du musée de la pipe. Alors il m'a envoyé une armoire, une grande armoire très belle, avec toutes sortes de pipes, depuis la création de la pipe, qu'on a installée là. Et il m'a dit, comme c'est féminin, je vais faire des pipes très longues et très fines. C'est aussi Saint-Claude, c'est aussi l'endroit de Paris où on vend du diamant en poudre. C'est-à-dire quand il restait... Et il a fait des petites pipes avec des diamants, des déchets de diamants, une dizaine, et les femmes étaient heureuses de venir fumer là. Et le jour où nous avons reçu ces 3 types, c'était des gens de la police des stupéfiants qui croyaient que nous fumions de la drogue. Alors ils ont amené avec eux quelqu'un qui commence à prendre la première pipe, il la sent. Il a senti une dizaine de pipes, il a vu qu'il n'y avait que du tabac, il n'y avait pas de drogue, etc. Ils étaient tout honteux, et Madeleine Louis-Grain, qui était une femme fantastique, elle s'est moquée d'eux, ils sont partis, la queue entre les jambes. Alors ça a été un phénomène.
Donc cette maison de couture me coûtait pas mal d'argent quand même, parce qu'elle ne marchait pas très bien, avec les défilés, tout ça. Et un jour, Monique me dit, écoute, j'ai parlé avec la sœur du roi Farouk, elle veut bien qu'on fasse un défilé au Caire, au palais. J'ai dit, je veux bien, mais on m'a dit, on ne peut pas. Là-bas, ils vont acheter toutes les robes. On va revenir avec beaucoup d'argent. Bon, ils sont partis. On a eu les visas. Elles sont parties, 7 ou 8 filles, je crois, avec toute des valises de robes. Et Monique avait à l'époque une robe qui tenait avec des bretelles. Et en passant devant le défilé, le roi Farouk était un rigolo. Je l'ai connu après, vraiment, il était tout sauf être un roi. Alors il passe devant Monique, qui avait donc ces bretelles-là, il dit, apportez-moi des ciseaux. Alors, oui, Majesté, il y a un monsieur qui est venu lui apporter des ciseaux. Il a fait semblant de vouloir lui couper le truc, mais il ne l'a pas fait, mais c'était rigolo. J'ai connu après le Farouk, qui était vraiment rigolo. Il allait souvent, il perdait une fortune au casino. Il était toujours entouré de filles, etc. Voilà donc avec Monique de la Moissonnière. Elle avait aussi un ami avant moi, qui était un écrivain, qui s'appelait René Blake, et tous les deux, il y avait Louis Aragon, il y avait Maurice Clavel, tous des noms très importants que tu n'as pas connus, que tu ne pouvais pas connaître, qui n'étaient même pas nés. Et ils étaient à la maison de la pensée française. C'était un club communiste où il n'y avait que des écrivains, des gens connus. Et Aragon avait écrit un livre qui s'appelle Pour les yeux d'Elsa. C'était sa femme. Il avait une adoration pour sa femme qui était russe. Et ce jour-là, il me dit, tenez, je vais vous offrir le livre Pour les yeux d'Elsa, qu'il m'a dédicacé. Elsa Triolet, sa femme, m'a dédicacé ce livre. Et il y avait avec nous un peintre, un type très connu, un mondain aussi, qui a dessiné les yeux d'Elsa. Malheureusement, ce livre, je sais où il est, mais je n'arrive pas à le récupérer. Donc, après ça, j'avais acheté à Lancôme, qui avait une revue qui s'appelait Votre Beauté. J'ai acheté cette revue et en même temps, j'ai eu l'occasion d'acheter une imprimerie qui se trouvait à la Vache Noire. C'est un endroit qui se trouve à Montrouge. Et j'avais donc cette imprimerie qui imprimait la revue Femmes. C'était un mensuel. Dans cette revue, j'avais engagé un rédacteur en chef qui était un monsieur très connu, parce que c'était un monsieur qui donnait le ton à la haute couture, à ce qu'on appelait le comité de la place Vendôme. C'était il était un PD, mais il était un homme génial. Il était très aimé de toutes les maisons de couture de Paris, toutes, absolument toutes. On a invité M. Louis François. Chanel, à l'époque, elle faisait uniquement des petits tailleurs en tweed, genre anglais, qui marchaient bien aussi, mais pas formidables. Et un jour, je reçois un téléphone de Trintignant, qui était marié à la sœur qui travaillait chez Chanel. Elle m'a dit, écoute, Denis, fais-moi plaisir, demande si Lucien François, il s'appelait Lucien François, s'il peut venir assister à cette. Je lui ai dit, mais ça, tu sais, c'est un PD, il peut faire un scandale. Il ne se gênait pas du tout. Dans les maisons de couture, on avait peur qu'il fasse
des réflexions désagréables. Il en était très capable. Un jour, il était en premier rang. Il y avait une femme qui avait à l'époque, c'était des grelots. Il a dit, écoutez, madame, s'il vous plaît, enlevez-moi ces dames-là. Je ne veux pas entendre ce truc. Voilà le genre de type que c'était. Bon, alors, finalement, j'arrive à le convaincre. Et on est allé à un défilé. Et comme vous savez, toujours après le défilé, Madame Chanel est à la porte, tout le monde sort, la salue, bravo, félicitations, magnifique, etc. Et moi, j'avais peur qu'il lui dise un mot désagréable. Il était très capable de lui dire votre défilé pour rien. Alors je le tenais par le bras et je lui disais sois gentil. Et il a eu ce mot formidable. Il lui a serré la main. Il lui a dit c'est du vrai Chanel. Donc, il ne s'est pas du tout engagé et j'ai été content parce qu'il n'y a pas eu de problème. Alors donc, dans mes journaux, comme la revue Femme à l'époque marchait très bien, il y avait qu'un journal qui concurrençait ma revue, c'était le Nouveau Féminin. Le Nouveau Féminin appartenait à Lazareff, qui était en même temps président-directeur général de France Soir. Et sa femme avait créé le Nouveau Féminin. Et donc, comme la revue Femme marchait très bien, je reçois un jour la visite du président-directeur général d'un groupe de journaux, dont un qui s'appelait La Mode du Jour. C'était un petit journal qui était très bien vendu en province. Petite page. Alors le monsieur me dit, je voudrais vous vendre mon journal. À l'époque, ce journal-là tirait 50 000 par semaine. Alors qu'elle, qui commençait à ne sortait que 10 000. Eh bien, parce que le journal, il imprimait la mode, les revues de la mode. On imprimait aussi même un peu des couvertures de Paris Match à l'époque. J'avais une rotative qui faisait ce qu'on appelait la quadricomie. C'était les 4 couleurs. Oui, ce monsieur qui est venu me voir, il me dit, voilà, nous avons donc ce journal qui commence un peu à baisser, et on a pensé au comité, comme nous aimons ce journal très bien, nous ne voulons pas qu'il dépérisse. Alors comme vous avez une imprimerie, et que vous pouvez l'imprimer, ça vous coûtera moins cher, vous gagnerez de l'argent avec, mais nous, ce qu'on souhaite, comme on tient beaucoup à ce journal, c'est que vous continuiez à l'imprimer. Si vous vous engagez à le faire, on vous le vend pour un franc symbolique. Ben, j'ai dit, belle aventure, d'accord, on signe, et j'avais donc 2 journaux que j'imprimais dans mon imprimerie. Femme mensuelle et La Mode du Jour hebdomadaire. La Mode du Jour était, comme je viens de le dire, vendue beaucoup plus en province. À l'époque, j'avais beaucoup d'amis qui étaient tous soit acteurs, soit metteurs en scène. J'étais très, très ami de gens du cinéma. Et puis, je me suis dit, moi, pourquoi je ne ferais pas du cinéma? Donc, j'ai commencé à imaginer de faire un film. Là, j'avais 150, en 1950, j'avais 25 ans, 30 ans peut-être. Et j'étais à Barcelone. J'avais décidé, à l'époque j'avais de l'argent, j'avais décidé de me retirer des affaires, j'avais suffisamment d'argent et j'avais déjà envie d'écrire. Donc je suis allé à Barcelone pour aller après à Formentera. C'est une île qui est à côté de Palma de Mallorca. Et j'avais 3 avocats espagnols qui m'ont encouragé dans l'idée d'aller à Formentera acheter des terrains. C'est une idée, je savais que c'était une île
où il n'y avait ni électricité ni rien du tout, et que c'était le moment d'acheter des... Donc je suis allé là-bas, et en effet, c'est une île, il n'y avait personne. Il y avait un petit groupe de paysans qui habitaient là-bas, et les terrains, la seule personne qui savait à qui appartenaient ces terrains, c'était le facteur. Alors lui, il savait à qui appartenait une grande partie des terrains qui avaient été vendus à des gens qui voulaient... Bon, je suis revenu voir ces avocats qui voulaient me financer ces opérations-là, et puis je me suis dit non, je ne veux pas travailler, j'ai de l'argent, je ferai des affaires séparées. Et j'avais deux amis. Il y en a un qui était peintre et l'autre qui était philosophe. J'habitais chez le philosophe. Nous étions bons amis, on passait des soirées sur la Ramblas à Barcelone. Et un jour, le philosophe me dit, écoute, il faut que tu vois une merveille que personne ne connaît. Ah, et il m'invite un jour chez lui, et il fait venir une danseuse gitane et son oncle qui l'accompagnait à la guitare. Quand j'ai vu cette fille danser, j'ai senti mon corps trembler, tellement elle était émouvante. Elle avait des mouvements. J'ai dit, voilà ce que je veux faire. Le lendemain, je pars à Paris, je vais voir un dialoguiste que je connaissais. Je lui ai dit, tu vas m'écrire une histoire très simple, moi je ferai le reste. Je lui raconte l'histoire de... Alors me voilà reparti à Barcelone avec mon scénario et El Pinto, parce que les gitans l'appelaient El Pinto, le peintre. El Pinto me dit, Denis, je ne veux pas que tu perdes ton argent, tu ne feras rien du tout avec cette fille. C'est une sauvage, elle est incapable de répéter une phrase, elle est incapable de bouger, tu ne feras rien avec elle. C'est une fille qu'il faut voir danser, c'est tout. J'aurais pu le faire, la faire danser, mais je me suis entêté à vouloir faire un film sur elle, et j'ai vu qu'il n'y avait rien à faire. Donc, je n'ai pas fait de film avec elle. Je signale d'abord qu'elle est devenue mondialement connue après. Elle a dansé pour le 10e anniversaire du journal Elle, chez Maxime, et tout le monde parlait de la Tchonga. Et bon, moi, étant donné que je me suis mis dans le cinéma, j'ai pris envie de faire un film. Et donc, je vais commencer par faire un film qui s'appelait Les Petits Chats, qui était interdit, parce qu'à l'époque, il y avait une censure. Mais enfin, je passe après le cinéma, j'ai fait plusieurs films. Et un jour, je suis dans un café à Paris, qui était en face du café de Flore, mais qui n'existe plus maintenant. Et je vois arriver 7 Suédois. Je ne me rappelle plus si c'était 3 femmes et 4 hommes ou 4 femmes et 2. Et ces Suédois-là, ils se sont assis à côté de moi. Et ils n'arrivaient pas à s'expliquer sur ce qu'ils demandaient. Alors j'interviens et je parle anglais avec eux. Et je dis, si vous voulez commander, ils me disent une bière, l'autre un porto. J'ai donné des ordres aux garçons et je m'assois avec eux. J'avais repéré une femme dans le groupe qui me plaisait beaucoup et qui était avec sa cousine, entre autres. Alors j'invite tous les Suédois d'abord à prendre un verre et ensuite à dîner. J'invite les 7 Suédois à dîner. On a sympathisé, tout le monde était gai, etc. Le lendemain, j'invite encore les 7 Suédois
Il y en a deux qui ne sont pas venus, ils ont compris que c'était un peu gênant de se... Et puis, ainsi de suite, deux par deux, et je suis resté uniquement avec Margaret et sa cousine Marita. Et puis finalement, un jour, Marita a compris qu'elle ne pouvait pas rester entre nous, donc elle est allée rejoindre les autres. Et moi, je suis resté avec Margaret, qui, après ça, est rentrée à Stockholm, et avec un début d'amour qui avait créé chez moi une mélancolie. Et évidemment, quelques jours après, je téléphone à Margaret et je tombe sur sa cousine, qui était là justement chez elle, et qui me dit « Margaret est partie à Göteborg faire du bateau ». Moi, j'étais désespéré, j'ai dit « Comment si elle est partie faire du bateau, c'est qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre, donc c'est fini, je ne peux plus espérer. » Et un jour, je reçois une carte postale énorme, ce qui fait 4 fois la carte postale, hein, avec une poignée de main, comme ça. Et elle me dit, je pense à vous. Oh, j'étais très heureux, donc les relations étaient renouées. Et l'amour entre Margareta et moi a commencé ce jour suite à cette carte. Alors, j'avais à l'époque une Rolls-Royce et je lui demande de venir à Genève un week-end. Et je suis parti à Genève et nous nous sommes rencontrés là. Et évidemment, elle était très prude. Elle ne voulait rien savoir. Et un jour, je lui ai dit, écoute, c'est pas la peine de... D'habitude, elle allait dormir chez son oncle, qui habitait Pontoise. Je lui ai dit, écoute, tu ne vas pas aller à Pontoise, ça va faire. Tu viens de dormir avec moi à l'hôtel. Moi, c'était à l'hôtel Terminus de Montparnasse. L'hôtel, je ne m'en rappelle plus lequel, un grand hôtel. Mais je te promets qu'il ne se passera rien du tout et tu verras si tu peux avoir confiance en moi. Donc c'était la première nuit que nous passions ensemble. J'ai tenu ma promesse. Cette nuit, ça s'est limité à un baiser, et sans plus. Et puis, on ne s'est plus quitté.